invités avec nous en plateau pour parler donc stratégie d'allocation d'actifs avec Alain Bocobza. Bonjour Alain, merci d'être là, responsable mondial de l'allocation d'actifs chez Société Générale CIB, et pour parler des enjeux macroéconomiques en ce début de deuxième trimestre. Et c'est Patrice Gautry qui est avec nous en plateau, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Je commence avec vous Patrice, dans le sillage du World Outlook du FMI qui a été publié hier. Alors évidemment, il y a l'exercice de prévision, toujours très délicat dans des périodes de changement, de bouleversement sans doute un peu structurel. 3,6%, c'est la prévision de croissance mondiale affichée par le FMI. On pourra peut-être en dire un mot. On en discutait avant d'entrer en studio. Je crois que vous êtes un petit peu en dessous quand même de cette prévision. Donc il y a peut-être l'idée que les grandes institutions de Washington, Banque mondiale ou FMI, sont encore peut-être un peu trop ambitieuses sur le niveau de croissance mondiale qu'on peut attendre pour cette année 2022. Dans les commentaires que faisait le chef économiste du FMI, ce qui me marque, c'est l'idée de séquelles permanentes. Après 2 ans d'accumulation de crises, de chocs d'offres successifs, alors issus bien sûr de la crise pandémique, mais encore amplifiés par l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et la crise géopolitique majeure issue de ce conflit. L'idée de séquelles permanentes, c'est ce qu'on voulait à tout prix éviter quand il s'agissait justement de soutenir l'économie mondiale au moment de la crise pandémique. Visiblement, les séquelles vont être là et semblent irréversibles, en tout cas pour le FMI aujourd'hui. Oui, c'est un nouveau choc. Alors, choc de l'énergie dans un premier temps, et un choc aussi qui est asymétrique, puisqu'on voit bien que ça va impacter différemment les pays développés. On peut en parler donc au sein de la zone euro. On n'est pas tous effectivement à la même aune par rapport à la dépendance du gaz et du pétrole russe. Dépendance aussi et impact sur les pays émergents. Et là, on voit une dichotomie entre les pays exportateurs de matières premières. Les perspectives pour l'Arabie Saoudite se sont améliorées par rapport à l'année passée, alors que les pays importateurs de matières premières et notamment de biens et de denrées alimentaires sont pour certains au bord d'une crise sociale, et ça on l'avait déjà vu dans le passé. Donc au moins ces deux facteurs-là, là on est typiquement sur le choc pétrolier, le choc d'énergie et le choc de matières premières. On voit bien qu'il y a une dichotomie dans l'économie mondiale au sein des pays développés comme au sein des pays émergents. Et puis après, il y a un autre facteur. Même imaginons, soyons positifs, que la guerre s'arrête, que le conflit s'arrête, les sanctions vont rester en place certainement encore un moment. Et derrière, il y a toute une réorganisation de l'économie industrielle, de l'économie mondiale, ce qu'on a appelé la globalisation. Et bien là, la globalisation, elle va s'arrêter dans un premier temps et elle va être reconstruite différemment. Et puis, il y a les volets financiers, les sanctions financières sont là, elles peuvent rester en place et on peut avoir des zones devises, la zone yuan, qui pourrait même s'incorporer ou s'étendre peut-être à une zone rouble, donc yuan, rouble et autres devises par rapport à la zone dollar ou la zone ou la zone euro. Donc on voit bien qu'on a une logique de déglobalisation, une recomposition en fait des spécialisations industrielles, des flux de commerce, des flux financiers et derrière sous fond de barrières tarifaires. Et effectivement, ça change pas mal. C'est pas l'économie mondiale telle qu'on la connaissait avant le conflit ukrainien. C'est pas l'économie mondiale telle qu'on la connaissait même avant le Covid. Non. Pierre-Olivier Gourinchas, et je salue un Français. Il faut saluer à nouveau l'expertise macroéconomique français, chef économiste du FMI. Il parle de changement technologique. Il cite même l'exemple de la technologie. On va peut-être vers un monde, alors évidemment multipolaire, avec par exemple des standards technologiques différents d'une zone à l'autre. Ça aussi, c'est quelque chose de très très nouveau. Alors je ne sais pas quel enseignement macroéconomique on peut avoir, mais quelque chose de beaucoup moins fluide ou de beaucoup plus frictionnel. C'est ce qu'il faut imaginer peut-être. Oui, on se souvient des années Clinton où M. Clinton, lorsqu'il se déplaçait au travers le monde, et notamment en Chine, venait avec une ribambelle d'industriels américains pour vendre la technologie américaine. Et effectivement, c'est ce qu'on souligne dans ces émergences de blocs de croissance ou de zones de croissance et qui, en définitive, définiraient de nouvelles zones d'échange. On aurait des propres logiques. Et on a déjà eu ce problème de logique. On l'avait avec les normes japonaises, qui n'étaient pas les mêmes que les normes européennes. Si on prend l'électricité, il n'y a pas de marché mondial de l'électricité. Les prises sont différentes à chaque fois que vous voyagez d'un pays à l'autre, de façon très anecdotique. Mais ça révèle
naturel, effectivement, eh bien, en fait, ces standards technologiques qui peuvent évoluer. Et on voit bien, en fait, et là, il y a un enjeu qui est de moyen terme, qui existait déjà avant le Covid, c'était la course à la technologie. Chacun veut être, je dirais, engagé dans les nouvelles technologies. C'est l'Europe, c'est la France, ce sont les États-Unis, c'est le Royaume-Uni qui vient aussi avec ce côté start-up, essaye effectivement de renouveler son économie, mais c'est aussi le plan chinois qui veut en fait un développement autocentré, c'est-à-dire développer ses propres normes technologiques. On l'a vu avec toute la réglementation, d'ailleurs, des plateformes Internet, des plateformes de paiement, des plateformes de jeux, etc., etc. Donc, effectivement, c'est un monde multipolaire et c'est pas un monde fluide vers lequel on s'oriente. Ça n'est plus un... Alors, l'optimum va être différent, c'est-à-dire que la logique, c'est qu'il y aura beaucoup plus de coûts, liés à ces différentes normes, mais aussi de barrières tarifaires et de procédures. Une fois qu'on a décrit cet environnement, peut-être pour plusieurs années, Patrice, qu'en est-il de la prévision qu'on peut faire pour la croissance mondiale? Alors, pour l'année 2022, je le disais, le FMI est à 3,6%. Est-ce que ça paraît encore un peu trop ambitieux, peut-être? Alors, c'est une révision significative, puisqu'en définitive, on divise par 2 le rythme de croissance. On était presque à 6% en 2021. On passe maintenant à un régime autour de 3%. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques degrés d'optimisme dans les rapports du FMI, sachant quand on prend le consensus des économistes privés, et nous-mêmes, nous nous situons avec une croissance qui est simplement de l'ordre de 3%, ce qui, malheureusement, et je dois le dire, est encore avec des risques, et des risques sous-jacents, parce qu'on ne sait pas quel est le coût final, en fait, de ce conflit, quels sont les dommages que l'on va avoir sur l'activité réelle. On voit bien l'inflation, on a bien identifié la trajectoire sur l'inflation, on identifie mal, maintenant, la trajectoire sur l'activité réelle, tant d'industriels que, bien entendu, au niveau du consommateur. Donc, à 3,5%, il y a encore des risques. À 3%, malheureusement, je dis, oui, il y a encore des risques. Et surtout, un manque de visibilité. Et c'est ça, moi, qui peut-être m'inquiéterait le plus à un moment où les banques centrales sont en train de resserrer la manne financière. Ça transparaît très clairement. Effectivement, les risques sur la croissance aujourd'hui l'emportent dans l'esprit des investisseurs, des économistes par rapport aux risques sur l'inflation. Au niveau d'inflation qu'on a déjà atteint, je rappelle 8,5% aux États-Unis, notamment sur le mois de mars, dans un contexte où les banques centrales ne cessent pour l'instant d'être toujours plus agressives dans leur communication. La question brutale, Patrice, c'est comment est-ce qu'on peut éviter, alors si ce n'est éviter, reporter le plus loin possible l'arrivée d'un renversement du cycle économique, pour ne pas dire récession? Alors, j'espère que la chance que l'on puisse avoir, c'est le pragmatisme des banques centrales. Et aujourd'hui, en fait, notamment la Fed me semble engagée dans une espèce de course, c'est-à-dire elle monte les taux pour effectivement réduire l'écart qu'il y a entre une politique monétaire qui est encore accommodante, qui est bien en dessus du point neutre en termes de taux, c'est-à-dire qui continue encore à injecter des liquidités, qui en injectera de moins en moins, mais qui repositionne sa politique monétaire comme étant au mieux neutre, c'est-à-dire en fait ne stimule plus l'activité, voire commence à la ralentir. Eh bien en fait, c'est jusqu'où on peut aller dans ce repositionnement vers la neutralité, sachant qu'on va mordre aussi un petit peu, il faut refroidir le marché de l'emploi et il faut refroidir un petit peu l'économie américaine. Et c'est là le pari est certainement au cours du 2e trimestre, c'est-à-dire combien l'activité réelle, en plus des chocs que l'on vient de mentionner, peut absorber de contraintes monétaires et de contraintes financières. Et pour l'instant, l'analyse de la Fed est encore positive en disant il y a encore de la place et on peut y aller. Et c'est un petit peu la même analyse avec une distance ou un certain éloignement, mais qui est faite au niveau de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire il faut arrêter les injections de liquidités, ça on peut le comprendre. Par contre, commencer à parler dès les mois de juillet ou de septembre de hausse de taux d'intérêt directeur me semble un petit peu plus délicat par rapport à la balance des risques qu'on a sur la croissance. Donc, on va tester en fait le point de résistance, le point de retournement, jusqu'où l'activité réelle peut absorber en fait des contraintes financières, sachant qu'on parlera après des entreprises et de l'endettement des entreprises, mais ça sera pour 2024-2025. Comment vous évaluez justement les marges de manœuvre quand vous regardez le marché du travail américain, par exemple? Je crois que c'est peut-être la Fed de New York ou la Fed de San Francisco qui avait fait cet exercice. On est sous les 4% de taux de chômage aux États-Unis. Voilà, partant même d'un point aussi bas que 3,5% ou entre 3,5% et 4%, une remontée de 50 points de base, de 100 points de base du taux de chômage se traduit directement par une entrée en récession de l'économie américaine. On n'a pas l'impression qu'il y a énormément de marge de manœuvre, quand bien même la photographie de l'emploi aux États-Unis semble magnifique aujourd'hui.
Oui, alors le taux de chômage est la variable très décalée dans le cycle, c'est-à-dire que les indications, et effectivement au cours du deuxième trimestre, je pense qu'on peut avoir déjà des indications sur les créations d'emplois. Donc avant de parler du taux de chômage, je parlerai des créations d'emplois. Imaginons qu'aujourd'hui on est bien au-dessus des 100 000, mais en dessous de 100 000 créations d'emplois. Je pense que là, la Fed pourrait même changer de langage. Donc aujourd'hui, elle a raison effectivement de courir après l'inflation. Elle va finir par la rattraper à un moment, mais au détriment, effectivement, le coût, ce serait sur l'activité. Et le coût de l'activité, le signal d'alarme, ce sera lorsque des créations d'emplois passeraient éventuellement en dessous des 100 000 créations par mois. Et là, ce sera un indicateur avancé du taux de chômage qui se renverserait. Donc, il faut aller jusqu'au moment où, effectivement, on voit que les créations d'emplois se ralentissent, mais ne passent pas, en fait, durablement en dessous des 100 000, parce que là, les indicateurs vont tous passer au rouge. Et pour conclure là-dessus, Patrice, ce moment-là qu'on décrit, c'est un moment pour la deuxième partie d'année 2022. Il y aura un autre monde à un moment dans cette année 2022. Il y a un rendez-vous avec le marché de l'emploi en 2022. Et j'espère que ce moment-là sera repoussé. L'habilité entre l'injection budgétaire, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup plus en Europe, et le resserrement monétaire va déterminer effectivement l'agenda ou le calendrier. Merci beaucoup Patrice pour cet éclairage macroéconomique. Patrice Gautry qui est avec nous en plateau, chef économiste à l'Union bancaire privée.